Bienvenue à l'entretien de Gensagen, la culture entre transformation et crise. Un échange sur les politiques culturelles en France et en Allemagne. Ich bin Julia Effinger, Projektleiterin in der Stiftung Genshagen, Je Bereich suis Julia Effinger, chef de projet à la Fondation Genshagen et je suis très ravie de vous accueillir aujourd'hui à ce premier rendez-vous de notre nouvelle série en ligne des entretiens de Genshagen. Dans le cadre de ces entretiens, nous invitons à chaque fois une personnalité de France ou de Pologne que nous mettons face à une personnalité allemande qui sont toutes deux des personnalités du secteur, du domaine de l'art, de la culture, de la politique. Les sujets abordés sont des sujets qui reparlent des thèmes actuels, mais aussi des tendances, des enjeux et des perspectives d'avenir dans le domaine concerné. L'objectif étant que les perspectives de Pologne et de France soient mises en corrélation avec celles qui sont en Allemagne et qu'elles soient comprises dans le discours en allemand. Nous avons constaté que depuis la pandémie, c'est précisément le domaine de la culture et de la politique culturelle qui est devenu dominant pour la perspective intérieure en dépit des activités en ligne. Et nous aimerions que cet échange, ces entretiens contribuent à une plus grande ouverture. On se pose la question donc de savoir quel est l'état des lieux dans les deux pays, mais aussi les stratégies adoptées ici et là pour faire en sorte que cette culture soit résiliente et viable. Aujourd'hui, nous avons Vincent Guyon, qui est co-directeur de l'Observatoire des politiques culturelles à Grenoble, et le professeur Julius Heinicke de l'Institut de politique culturelle à l'Université de Hildesheim. Nous avons prévu pour cet entretien qui va durer 1 heure d'aborder 4 thèmes. Tout d'abord, nous allons nous consacrer à l'état des lieux en Allemagne et en France et voir ce que sont les observations et les analyses de nos 2 intervenants. Puis, nous allons aborder le pass culture qui est d'actualité en France et qui existe depuis 2021 en France pour les jeunes et qui va bientôt, sur le modèle de la France, être mis en place en Allemagne. Ensuite, nous aborderons le thème central et d'actualité de la durabilité dans le secteur culturel. Et pour terminer, nous ferons un bilan de ces sujets avec une perspective franco-allemande. et politologue, spécialiste de l'analyse des politiques publiques de la culture. Il intègre l'Observatoire des politiques culturelles en 2015 en tant que directeur adjoint. Il en est le co-directeur depuis 2021. Ses travaux de recherche portent sur les transformations territoriales de l'action publique culturelle, la politisation des enjeux culturels et les nouveaux modes de participation à la vie culturelle. Bienvenue, Vincent. Merci. Bonjour. Julius Heinicke. Julius Heinicke. Julius Heinicke est professeur de politique culturelle et à la chaire de l'UNESCO pour les politiques culturelles des arts dans les processus de développement, UNESCO Chair on Cultural Policy for the Arts in Development. Et depuis 2022, il est directeur de l'Institut des politiques culturelles à l'Université d'Hildesheim. Il enseigne et publie beaucoup sur les thèmes du post-colonialisme, de la culture en tant qu'objectif de développement durable, de la formation culturelle et l'éducation culturelle et des théâtres appliqués, de la politique culturelle internationale et de la diversité. Bienvenue, Julius. Bienvenue. Merci. La culture entre transformation et crise. C'est pour ainsi dire une description de l'état des lieux. Vincent Guyon, selon toi, ce sont aussi les politiques culturelles en France qui sont en crise. Pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Et quelles sont les issues? Bien, bonjour à toutes et tous. Pour commencer, merci à la Fondation Genshagen et à Julius de se prêter à cet échange croisé. Alors, pour répondre à cette question d'état des lieux, je ne parlerai pas nécessairement de crise, mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de motifs d'insatisfaction ou d'inquiétude qui s'expriment au sujet des politiques culturelles en France, sachant que ces motifs d'insatisfaction ou d'inquiétude ne sont pas forcément nouveaux.
Ce qui est davantage nouveau, en revanche, c'est qu'un nombre croissant de collectivités publiques les considèrent comme des problèmes politiques à résoudre. Alors, je distinguerai ici, parce qu'il faut être assez bref, trois niveaux de problèmes qui pourront ensuite être discutés. Un premier niveau qui est un niveau de type, on pourrait dire, politico-institutionnel, qui est un problème de saturation. Il faut revenir un petit peu dans l'histoire des politiques culturelles et sur la manière dont celles-ci se sont développées en France pour comprendre ce problème de saturation. Puisque depuis les années 80, les politiques culturelles se sont développées par accumulation de couches successives, à une époque où nous sommes dans une forte croissance budgétaire et où les politiques culturelles, on pourrait utiliser cette image, se développent suivant un empilement de rubriques, tel un catalogue d'équipements ou de services auxquels on viendrait ajouter des pages supplémentaires de façon cumulative ou inflationniste, sans forcément modifier ou sans venir modifier ce qui précédait. On trouve à peu de choses près ce même catalogue de politique culturelle, quel que soit l'endroit où l'on vit. Et il comprend en général les bibliothèques, les musées, les salles de spectacle spécialisées, les écoles de musique. On pourrait aussi citer les lieux patrimoniaux, mais aussi les conventions, les contrats avec les compagnies artistiques, les programmes de soutien à telle ou telle discipline. Et le problème de saturation vient du fait que nous n'avons plus la capacité budgétaire pour ajouter de nouvelles pages à ce catalogue des politiques culturelles. Pour donner un ordre de grandeur ou un ordre de mesure, au niveau local, la culture constitue bien souvent le premier, le second ou le troisième poste budgétaire par importance des villes moyennes ou des grandes villes. Dans ces conditions, on peut difficilement envisager l'évolution des politiques culturelles à travers cette simple logique cumulative. Alors, comment continuer à faire de la politique culturelle dans ces circonstances? C'est-à-dire à intégrer de nouvelles demandes sociales ou de nouvelles finalités politiques dans le système de politique culturelle. Ce problème n'est pas nouveau, je le disais tout à l'heure, mais de plus en plus de collectivités locales, principalement de villes, qui sont les premiers financeurs de la culture, cherchent à modifier désormais significativement cette structure budgétaire, cette structure des dépenses culturelles et les équilibres historiquement construits entre les différentes catégories d'acteurs et les différentes catégories de territoires. Et c'est, de ce point de vue, l'héritage du réseau des grandes institutions culturelles qui est principalement exposé à ces nouveaux arbitrages politiques. On peut penser aux grands musées, aux maisons d'opéra, aux orchestres, aux théâtres, qui jusqu'ici avaient ou bénéficiaient de subventionnements qui étaient plutôt reproduits dans des proportions équivalentes d'une année sur l'autre, et qui se voient désormais mis dans le viseur, d'une certaine façon, d'un certain nombre d'exécutifs locaux qui souhaitent rééquilibrer la structure budgétaire de leur politique culturelle au bénéfice d'autres catégories d'acteurs, d'autres catégories de territoires qui semblent répondre de façon plus contemporaine aux objectifs qui sont poursuivis. Alors, de cette situation découle une autre difficulté qui est liée en fait à la fragilisation du partenariat entre les différents niveaux de collectivité publique et l'État. Ce qu'on appelle en France le système de financement croisé, lorsque plusieurs niveaux de collectivité, locales, régionales, infrarégionales, nationales, font converger leur financement vers un socle commun de projets et d'établissements culturels. Et ce système de financement est désormais de plus en plus vécu comme, on pourrait dire, une contrainte au changement. Et un nombre croissant de collectivités locales ou régionales souhaitent disposer de davantage d'autonomie dans la conduite de leur politique culturelle et, on pourrait dire, faire cavalier seul, ce qui change profondément les règles de la gouvernance culturelle telle qu'elle a été historiquement construite dans le contexte français. On a un second problème
qui est un problème de désaffection, qui cette fois est un problème de type sociologique, puisqu'il n'y a pas d'évolution significative depuis les années 70 de la fréquentation de cette offre culturelle qui est soutenue publiquement. Cette fréquentation correspond, on pourrait dire quasi invariablement, à des pratiques culturelles qui sont socialement minoritaires, homogènes et de plus en plus en déclin. Et ce, malgré des efforts importants en termes d'aménagement du territoire, de politique tarifaire, de médiation, d'éducation artistique et culturelle. Eh bien, dans le fond, l'objectif d'élargissement social de la fréquentation de cette offre peine à se réaliser. Et ce non-élargissement social se double même, sur la période actuelle, d'un non-renouvellement générationnel pour les générations les plus récentes qui fréquentent toujours moins cette offre de culture que leurs parents, y compris au sein des catégories sociales où ces pratiques sont habituellement les plus intenses. Ce qui rend, dans le fond, l'hypothèse d'une crise des publics de la culture à moyen terme de plus en plus crédible. Et la crise sanitaire qui a conduit à la fermeture conjoncturelle d'un certain nombre d'établissements culturels a sans doute accéléré cette tendance structurelle, si l'on en croit les remontées des professionnels de la culture, selon lesquels les publics tardent à revenir, selon leur expression. Alors, cette tendance statistique à la désaffection des publics, qui est particulièrement préoccupante, par exemple, pour le spectacle vivant, comporte un risque, dans le fond, de dislocation progressive des politiques culturelles, faute d'une demande sociale et donc d'une justification politique suffisante. Troisième et dernier problème, et je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, qui est un problème de politisation de la culture, donc un problème de nature plus idéologique, on pourrait dire, puisque ces difficultés rencontrées par les politiques culturelles rendent plus que jamais actuel un problème de repolitisation ou une nécessité de repolitisation sur la base d'un horizon politique mobilisateur qui soit différent que celui qui a permis de développer les politiques culturelles pendant 50 ans. Qu'est-ce qu'on entend par repolitiser la culture? On entend dans le fond un processus qui doit aboutir à la reconnaissance d'une dimension politique ou d'un sens politique nouveau à une action publique dans ce domaine. Et il ne peut y avoir d'innovation en matière de politique culturelle sans repolitisation de celle-ci. Et c'est à travers en fait ce processus de repolitisation de la culture qu'une autre grammaire d'action publique culturelle est possible. Alors, les candidats, on pourrait le dire comme ça, à cette repolitisation de la culture sont nombreux et ils sont parfois en concurrence, ils ne défendent pas les mêmes causes. Mais la notion qui remporte incontestablement le plus de succès actuellement en France est sans aucun doute la notion de droit culturel. Je ne sais pas si elle est plébiscitée en Allemagne, il sera intéressant d'en discuter, mais elle l'est de plus en plus en France à la faveur d'une série de lois qui, depuis une dizaine d'années, donnent une orientation générale aux politiques culturelles en référence aux droits culturels des personnes tels qu'on les trouve mentionnés dans un certain nombre de textes, de conventions internationaux, notamment l'observation 21, générale 21 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies et le document de synthèse qui fait souvent référence en France sous le nom de Déclaration de Fribourg. Alors, schématiquement, là où le projet politique dominant visait depuis une cinquantaine d'années à donner accès au plus grand nombre à un ensemble de biens culturels caractérisés par un haut degré de reconnaissance, les fameuses grandes œuvres de l'humanité, le projet politique des droits culturels est bien différent. Il vise davantage à reconnaître l'égale dignité des cultures vécues et choisies par les personnes et à renforcer, dans le fond, les capacités de ces personnes à entrer en relation, à choisir leurs références, à s'exprimer, à échanger, c'est-à-dire à se sentir libres dans leur trajectoire d'identification ou de construction de leurs préférences culturelles.
Et cette référence au droit culturel a pu susciter, dans le contexte français, pas mal de crispations dans le secteur professionnel, dans la mesure où elle induit de fait un décentrement par rapport aux œuvres et pratiques artistiques les plus légitimées, d'une part, et à l'inverse, elle induit de mettre les personnes et leurs interactions au centre, dans la mesure où est considéré, dans cette perspective, comme culture, ce qui permet à une personne de donner un sens à son existence. Mais cela en prenant en compte eh bien, les différenciations des espaces d'identification, de socialisation d'une personne à l'autre. Par exemple, à partir des communautés d'art contemporain, mais aussi à partir des communautés, je ne sais pas, de subcultures minoritaires, en passant par les aficionados, je ne sais pas, du tuning de voiture, c'est-à-dire tout un échantillon de pratiques qui jusqu'ici n'est pas reconnu dans les pratiques culturelles qui peuvent bénéficier d'un soutien public. Alors, reste à savoir dans quelle mesure cette repolitisation de la culture peut produire un autre système de politique culturelle, c'est-à-dire une autre mise en ordre de la vie culturelle avec d'autres hiérarchies, d'autres modalités de construction et d'attribution de la valeur, d'autres logiques et instruments d'action publique, d'autres périmètres aussi aux politiques culturelles. Et là-dessus, dans le fond, on ne peut pas présager de l'avenir. On peut faire deux hypothèses. Une première, qui est plus optimiste, qui consisterait à dire, eh bien, notre système de politique culturelle s'est stabilisé sur plusieurs décennies, au cours de laquelle il a produit une grande sophistication de normes d'action ou de formes d'organisation du travail culturel. Donc, rien d'anormal à ce qu'un nouveau registre de politisation de la culture tarde à produire sa propre matérialité d'action publique. Et donc, tarde à générer des innovations politico-institutionnelles. On a une autre hypothèse, et je terminerai là-dessus, qui est moins optimiste, et dont j'emprunterai la formule à mon collègue Philippe Théier, qui est l'hypothèse selon laquelle il faudrait distinguer la réalité des politiques culturelles et leurs fantômes. Fantômes qui recouvrent, dans le fond, ces tentatives nombreuses à travers l'histoire de transformation des politiques culturelles en France, mais qui ne trouvent jamais leur matérialité, qui n'aboutissent jamais à une matérialité d'action publique. Et cette irréalité, dans le fond, de ces tentatives de transformation des politiques culturelles se traduit par une absence d'innovation politico-institutionnelle. Alors voilà quelques éléments, dans le fond, d'état des lieux ou de contexte sur la situation des politiques culturelles en France, et on pourra revenir sans doute sur certains développements plus tard dans la conversation. Merci beaucoup, Vincent, pour cet excellent panorama. De nombreux sujets sans doute mériteraient d'être approfondis. Il y a une première question aussi dans le chat. On pourra peut-être y répondre tout à l'heure en continuant notre débat. Dann, Julius, ich würde jetzt gerne das Wort... Julius, j'aimerais maintenant me tourner vers toi. Qu'en est-il de la culture en Allemagne? Quelles sont les contraintes que l'on y observe? Quel est l'état des lieux et quelles sont les perspectives d'avenir de ton point de vue? J'imagine que certains mots-clés ont déjà été cités et que peut-être il serait bon de nous dire un petit peu ce qu'il en est aussi du droit culturel. Les droits culturels, ce n'est pas tellement un sujet en Allemagne, mais aussi de la diminution du public et autres. Oui, alors tout d'abord, merci beaucoup aussi de m'avoir invité. Merci à Vincent d'être présent aujourd'hui pour cet échange très intéressant. Et ça a été déjà très intéressant pour moi d'entendre ta perspective du point de vue français parce que je vois des similitudes, mais aussi des différences. Et ça rend la chose beaucoup plus intéressante, évidemment. Alors en France, la situation vient d'être décrite et en Allemagne aussi, on se trouve dans une situation assez
bipolaire, je dirais. Alors, on peut voir aussi les choses de manière différente. Par exemple, moi, je pense que les institutions culturelles, toutes en Allemagne, font vraiment l'effort d'aller vers ce changement nécessaire, cette transformation, ce processus qui est en place. Mais l'enjeu pour l'Allemagne, il réside beaucoup plus au niveau de la politique culturelle parce qu'il y a des positions différentes. D'abord, d'un côté, on aimerait plus parler de la culture et des directions culturelles qui existent, des directives culturelles qui existent, essayer de mettre en place aussi une certaine répartition des pouvoirs entre les institutions culturelles qui existent, ce qui nous a préoccupé aussi beaucoup l'an dernier, et puis de répondre aussi aux questions de prendre en compte les thèmes que sont le racisme et d'autres. Et puis, de l'autre position qui est plutôt très présente, très marquée actuellement, c'est d'avoir une tendance plutôt à réfléchir à la question de savoir comment est-ce qu'on peut modifier ces hiérarchies, comment est-ce qu'on peut changer la scène libre dans le milieu culturel, comment est-ce qu'on peut évoluer là-dessus. Et je crois que on a pu, dans le sujet de des politiques culturelles aussi intégrer les questions féministes, de se demander également comment est-ce qu'on peut modifier d'autres cultures par de nouvelles composantes, mais en même temps, on fait face à un défi qui est que entre ces deux positions, peut-être presque antagonistes, on a aussi la volonté d'entrer dans un dialogue. Et c'est dans ce dialogue, cependant, que l'on voit bien combien chaque position est très ancrée à un niveau seulement. On l'a vu ces dernières années aussi et on le voit encore maintenant. Les différentes positions existantes ont certes la possibilité de prendre la parole, mais n'arrivent pas réellement à échanger entre elles. Et c'est quelque chose que je constate ici aussi et dans ces cultures où peut-être on arrive moins à clôturer et terminer sur un sujet et à aborder peut-être le nouveau pour l'intégrer et le reprendre. Voilà, ça c'est à mon avis l'une des plus grandes contraintes à laquelle nous faisons face au niveau de la société. Il n'en reste pas moins que je trouve également intéressant de voir que dans le secteur culturel, ces positions sont très marquées et très présentes. Et puis, pour revenir à ce que tu disais, Vincent, quant à la repolitisation ou la politisation, tout simplement, la volonté en France, ou ta volonté est peut-être de faire en sorte que cela change, eh bien moi, j'observe en Allemagne que justement, on a beaucoup trop de politisation aussi de cette politique culturelle. La question de l'héritage colonial, par exemple, la question des restitutions aussi, qui sont de grande actualité en ce moment en Allemagne et qui créent aussi un certain climat au niveau de la société. Et puis, je pense que il y a d'autres sujets qui jouent également un rôle important au cours des dernières années. Par exemple, ce sujet de la restitution, entre autres, est souvent revenu sur le devant. Il y a aussi la question de l'antisémitisme qui a pris une grande ampleur aussi ces dernières années, hélas, en Allemagne. Et les institutions culturelles essaient aussi de réagir à cela. Il y a le sujet du racisme, je l'ai déjà évoqué, en particulier dans les théâtres où depuis une dizaine d'années déjà, les théâtres essaient d'aborder aussi ce sujet. Donc il y en a beaucoup de ces thèmes qui sont politisés, qui sont repris aussi dans ces politiques culturelles. Et parce que il est nécessaire de transformer probablement, de faire évoluer ce secteur culturel, eh bien, on se rend compte que ces lieux culturels peuvent s'emparer et s'accaparer de thèmes de société pour les mettre en avant, en particulier le secteur culturel, bien sûr. Ça, c'est très important et c'est même décisif, mais en même temps, cela conduit à une certaine incertitude ou peut-être à un renforcement des positions antagonistes.
Je pense que c'est important de le souligner et parce que ça montre aussi qu'il y a ce type de contraintes qui constitue un enjeu aussi pour ces politiques culturelles et l'application de celles-ci. Et puis, il faut que le droit culturel soit aussi ancré dans la loi fondamentale. Là, je pense que nous avons deux grands principes. D'abord, l'article 1, à savoir la dignité de l'être humain, la dignité humaine, et puis l'article 3 qui aborde, lui, la liberté artistique. Et là, il y a des différences dans ce contexte. J'ai parlé de documents, mais il y a aussi de nombreux débats sur le passé colonial, par exemple, ou même cette réflexion de l'appréhension de ce passé colonial et de la thématisation de celui-ci. Donc, il y a entre ces deux niveaux vraiment un certain équilibre à retrouver. La question est peut-être de savoir si cela s'applique à tous les domaines ou s'il y a des limites. Et s'il y a des limites, où se trouvent-elles? Qui peut aller au-delà de ces limites? Comment pouvons-nous gérer ces limites? Et là encore, le monde politique a beaucoup essayé de définir ces limites, que ce soit Claudia Roth ou le Land de la Hesse en Allemagne ont, par exemple, pour ce qui est des documents, essayé de plus en plus de rappeler que leur fonction de contrôle, de surveillance allait à l'avenir être beaucoup plus appliquée, en particulier dans tout ce qui est subventionné, de sorte que la liberté artistique, finalement, n'en serait que limitée, en fait. Et donc, c'est un débat important qui s'ouvre de notre côté. Et puis, d'un autre côté, la question de savoir que même dans le monde culturel, nous devons assumer aussi une responsabilité. Alors, par exemple, qui peut être en mesure de représenter le racisme sur scène? Où sont les limites quand on parle d'antisémitisme, de photos, d'images, de peintures dans ce domaine? Il faut savoir jusqu'où on peut aller et savoir aussi où en est la société à ce niveau. Mais à ce jour, moi, j'observe surtout que finalement, on n'arrive pas réellement à entrer dans le dialogue, que ce soit au niveau des médias ou encore des différents acteurs concernés. Il y a une sorte d'attentisme, chacun étant ancré dans sa position et on n'arrive pas à créer ce dialogue. On a des fronts ou des positions qui sont antagonistes et lesquelles chaque partie campe finalement. Et c'est cela qui rend le dialogue difficile. Donc la question, à mon avis, est de savoir comment est-ce qu'on peut promouvoir ce dialogue ensemble. Et puis, l'autre sujet qui, aujourd'hui en Allemagne est aussi, beaucoup, discuté, dont on discute beaucoup, je crois qu'il y aura des similitudes aussi et des différences, c'est, cet, aspect du fédéralisme en Allemagne. Alors, cela, s'explique par l'histoire aussi, mais on a en Allemagne une loi fondamentale dans laquelle la, culture, doit permettre de refléter la pluralité, la diversité et que cela relève des communes et des landes de promouvoir cette culture. Ça, c'est un sujet très important auquel s'attachent tous les lenders. Justement, on a même au niveau des lenders en Allemagne des législations culturelles qui s'appliquent et on se demande au niveau des lenders comment aussi répartir la responsabilité, les subventions. Par exemple, le land de la Basse-Saxe où je me trouve à l'université d'Hildesheim montre que on a la possibilité de voir comment d'autres landes gèrent ces subventions et cette responsabilité de la culture. Mais d'un autre côté, on a aussi le rôle croissant de la fédération. Donc, c'est aussi un système de financement croisé auquel nous faisons face ici, où au niveau de la fédération, on va mettre en place des directives en termes de politique culturelle qui sont dans l'intérêt de tout le pays, donc de la nation,
ça va être fait à l'échelle fédérale. Des éléments qui vont aussi, par exemple, jouer, comme on l'a vu durant la crise de la Covid-19, où des subventions ont été allouées au secteur culturel. C'est quelque chose qui se fait au niveau de la fédération. Et ça, de cette manière, on voit aussi que l'échelle fédérale a son mot à dire. Et la question maintenant est peut-être de savoir comment est-ce qu'on peut répartir ces responsabilités. Est-ce que la fédération peut aborder certains aspects sans pour autant piétiner ou empiéter sur les rôles des lenders et l'inverse. Je crois que c'est une question aussi dont il faut parler. Et puis, depuis plus d'un an, nous avons aussi une situation qui évolue. Nous avons comme objectif dans le cadre du nouveau gouvernement allemand qui a signé un contrat de coalition, un contrat dit de coalition, l'aspect de la culture qui, dans ce contrat, est défini comme objectif de l'État. C'est vraiment inscrit en tant que tel. La question est de savoir quel est cet objectif de l'État. Alors, dire que la culture, ce n'est pas juste quelque chose d'intéressant à promouvoir, mais qu'il en va de plus encore. Et puis, la culture dans sa diversité qui doit, elle aussi, faire l'objet de nouvelles législations. Si je me souviens bien, tu as parlé aussi de droit culturel et en fait, c'est aussi lié à la question de savoir comment la société considère la culture dans sa diversité? Ou qu'est-ce que signifie la diversité aussi de la culture? Quels sont les groupes que nous allons essayer de toucher et d'atteindre? Et là, Claudia Roth, avec le gouvernement fédéral, essaie justement d'entrer en dialogue avec les communes, avec les lenders, avec les organisations et institutions culturelles pour essayer d'examiner ce sujet. En tout cas, c'est un domaine très intéressant et nouveau pour nous et c'est ce domaine de la culture qui est donc ancré dans ce contrat de coalition est quelque chose de tout nouveau pour nous et nous sommes curieux de voir comment ce gouvernement va rendre tangible cette culture inscrite à son contrat. Et puis, euh, on essaierait aussi de voir s'il y a des liens que l'on peut créer avec les lois en termes de culture dans les différents lenders, des lois qui existent déjà. Tout cela, c'est important. Donc, pour résumer, moi, je dirais pour aller plus loin encore, qu'il y a beaucoup de similitudes entre la société en France et en Allemagne. Il y a une transformation, une évolution que l'on constate et qui va aussi se traduire dans le milieu culturel. Cependant, je dirais aussi que le milieu culturel, le paysage culturel est prêt pour ce changement, mais que les obstacles se retrouvent plus au niveau des politiques culturelles, qu'il n'y a pas le cadre nécessaire pour permettre ce changement des institutions culturelles, cette évolution de la scène libre. Et puis, je crois que la culture est aussi très politisée actuellement et la question se pose de savoir comment est-ce qu'on peut sortir de cette dichotomie en tant que société et d'en discuter au sein de la société. Et puis, peut-être essayer de profiter aussi des expériences faites côté français en termes de droit culturel. Est-ce que chaque être humain a un droit culturel, peut disposer et jouir d'un droit culturel? Et j'irai encore plus loin encore. Qu'en est-il des ODD? Est-ce qu'on peut aussi les prendre en compte? Est-ce qu'on peut se demander s'il il ne devrait pas y avoir un 18e objectif de développement durable portant strictement sur la culture et sur l'évolution de celle-ci? Est-ce que ça ne devrait pas aussi d'ailleurs être un droit fondamental? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Julius Heinecke de nous avoir présenté ce panorama, cet état des lieux de la situation. J'aimerais maintenant revenir à Vincent et lui donner peut-être la possibilité de réagir à ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a certainement eu des éléments auxquels vous aimeriez réagir, des mots-clés qui ont été cités avant que nous abordions les questions peut-être qui ont été posées jusque-là.
micro, Vincent, s'il te plaît. Excusez-moi. Oui, merci Julius pour cette présentation très éclairante du contexte allemand. On peut voir bon, un certain nombre de similitudes, mais ce qui me marque comme ça davantage en réaction immédiate, c'est d'une part comment dire, cette position différente par rapport au processus de politisation à l'œuvre, où semble-t-il, en Allemagne, il y a dans le fond une volonté de mettre un petit peu à distance cette politisation de l'objet culturel qui semble polariser de façon extrêmement forte un certain nombre de mouvements ou de groupes sociaux, là où en France, cette question de la politisation de la culture ou de la repolitisation de la culture est investie sans doute d'une signification différente dans la mesure où on considère souvent qu'elle est un préalable nécessaire à un changement en matière d'action publique. Et tant qu'un nouveau registre de politisation n'aura pas, je dirais, permis de construire une autre grammaire d'action publique, d'autres instruments d'action publique, une autre mise en ordre dans le fond du système de politique culturelle, eh ben, ces changements seront compliqués. Donc, il y a là, il me semble-t-il, une différence dans le fond d'interprétation qui a sûrement aussi des explications historiques, puisque la culture en France, au niveau de l'État, a toujours été l'objet d'une forte politisation, là où l'histoire de la politisation de la culture en Allemagne fait référence à une histoire qui est investie d'un sens certainement plus négatif. Donc, sans doute que là, on peut aussi expliquer d'un point de vue socio-historique ces différences de position par rapport à ces processus de politisation. Merci beaucoup, Vincent. Ich möchte nun gerne ein Thema kurz in den Blick nehmen. J'aimerais bien maintenant aborder un sujet qui, peut-être sur le plan de la politique culturelle n'est pas forcément important, mais qu'il vaut la peine de mentionner en raison de son caractère franco-allemand et actuel, à savoir le pass culturel. À la fin de l'année 2022, la ministre de la Culture française, Rima Abdul Malak, et la chargée de la culture côté gouvernement fédéral allemand, Claudia Roth, ont signé une lettre d'intention pour promouvoir une coopération dans le cadre de ce pass culturel. En France, ce pass culture a été instauré pour les jeunes il y a 2 ans déjà. Ils peuvent, via une application, obtenir 300 € qui vont leur permettre d'être dépensés dans le milieu culturel, que ce soit pour des livres, du matériel artistique ou des offres numériques. Et ce pass culture fait partie de ce qu'avait abordé le président Emmanuel Macron lors de sa campagne électorale de 2017. Il y a cet objectif donc du président français de donner l'accès, d'ouvrir l'accès aux jeunes à la culture, de le promouvoir et puis de renforcer et diversifier surtout ces pratiques culturelles. Il y a l'idée en Allemagne de reprendre cette idée du pass culture avec 200 € qui devraient être mis à disposition de tous, des jeunes. Dispositif dans les prochains mois et va s'orienter au modèle français. On ne va pas rentrer dans le détail. Là, on a tracé les grandes lignes. Maintenant, c'est un petit dispositif, mais j'aimerais quand même profiter de cette opportunité que tu sois avec nous, Vincent Guillon, pour te demander ton point de vue. Est-ce une démarche à suivre et qu'est-ce qu'on a pu en tirer en France? Bien, pour répondre peut-être à ta question et pour nos auditeurs allemands qui ne connaîtraient pas forcément le fonctionnement de ce dispositif, ça nécessite peut-être de passer par une petite description de ce pass culture. Qu'est-ce qu'on entend par pass culture en France? Dans le fond, c'est un dispositif qui prend la forme d'une application mobile géolocalisée sur laquelle
un crédit personnel permet aux utilisateurs de réserver des biens ou des événements culturels. Et une partie de la somme est utilisée collectivement, c'est-à-dire dans un cadre scolaire, et une autre partie de la somme du crédit individuel qui est attribuée aux détenteurs de Pass Culture est individuelle. Sont éligibles au Pass Culture tous les jeunes âgés de 15 à 18 ans. Alors, le montant du crédit personnel est progressif. Hein. Il passe de 20 € à 15 ans à 300 € à 18 ans et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec ce Pass Culture. C'est-à-dire que les achats de biens numériques ne sont pas autorisés les premières années, puis ils sont ensuite plafonnés à 100 € et il n'y a pas de livraison de biens culturels possible. Concernant la part collective, dans l'utilisation du Pass Culture, dans le fond, elle est destinée au financement de l'éducation artistique et culturelle dans le cadre scolaire, avec un crédit, grosso modo, de 7 à 800 € en moyenne par classe. Alors, c'est un dispositif qui a été expérimenté à partir de 2019, puis qui a été généralisé dès 2021. Son budget n'a cessé de croître, et ça, c'est un élément important, puisqu'il était de l'ordre de 24 millions en 2019, et il se situe désormais à 250 millions d'euros en 2023, ce qui représente le double du budget accordé par le ministère de la Culture à la politique d'éducation artistique et culturelle dite classique. Actuellement, on a environ 2,5 millions d'utilisateurs du Pass Culture pour 65 millions d'offres culturelles proposées par l'application. Une fois ces éléments un petit peu descriptifs donnés, je crois qu'il faut revenir sur le contexte de son émergence, puisqu'on ne peut dissocier l'apparition du Pass Culture du contexte politique dans lequel il a pris naissance. À l'origine, c'est surtout une idée politique issue, comme tu le disais, Julia, de la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Mais à l'origine, ce n'est rien de plus qu'une idée. C'est-à-dire que les modalités de fonctionnement et de financement du pass, ainsi que le type d'offre qui sera éligible, ne sont pas à l'origine vraiment déterminées. Cette idée a surtout pour objectif, dans le fond, d'incarner, dans le domaine de la culture, un double marqueur politique de la campagne d'Emmanuel Macron. Le premier marqueur est celui d'être perçu comme un président disruptif. La disruption consistant ici, en fait, au passage d'une politique de soutien à l'offre à une politique de soutien à la demande ou à la consommation. Le second marqueur politique qui est lié à ce pass et que ce pass doit incarner, c'est celui de la Startup Nation qui a été beaucoup promue par Emmanuel Macron pendant cette campagne, puisque le pass a donné lieu à la création d'une start-up d'État sous forme de société qui doit le mettre en place. Ce n'est donc pas l'administration publique qui en est le dépositaire, d'une part, et d'autre part, ce pass, de par son dispositif technique, prend la forme d'une application numérique. Donc, tout coïncide ici pour incarner cette idée dans le domaine de la culture de la Startup Nation. Dès le départ, il faut le dire, le Pass Culture a été quasiment unanimement mal accueilli par le secteur culturel qui a dénoncé, à tort ou à raison, on pourrait revenir là-dessus, une politique culturelle passive et une politique de simple consommation culturelle. Les velléités disruptives initiales ont depuis en partie été atténuées par le fait qu'il y a un recentrage du pass sur l'offre et les biens culturels dits physiques, puis qu'il y a eu une redirection d'une partie de l'usage des crédits de ce pass dans le cadre scolaire. Et désormais, ce Pass Culture est bien installé dans le paysage des politiques culturelles français, sans grand enthousiasme de la part du secteur, mais avec une certaine résignation. Deux éléments peut-être concernant son usage. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de l'usage de ce Pass Culture du point de vue de ces quelques années déjà d'utilisation? Sur la part individuelle du pass, déjà, on a 95% des réservations qui concernent des offres physiques de biens et d'événements, et seulement 5 à 6% des réservations qui concernent des offres numériques de streaming ou de jeux vidéo. Ensuite, plus de 80% des réservations
du pass, ou autour de 80%, concerne des livres, l'acquisition de livres, dont pour moitié des mangas, mais cette part des mangas a tendance à diminuer. Concernant la part collective du pass, et je m'arrêterai là-dessus, on ne sait pas pour l'instant encore précisément comment ce dispositif va être utilisé dans le contexte scolaire, puisque son usage dans le contexte scolaire vient de commencer cette année. Mais on peut faire deux hypothèses. Dans le fond, soit il est utilisé comme un complément ou un levier de financement des projets choisis par les enseignants ou les établissements scolaires au sein d'un catalogue d'offres d'éducation artistique et culturelle. Et dans ce cas-là, le pass aura été en partie redirigé, remobilisé au profit des politiques habituelles de démocratisation culturelle ou d'éducation artistique et culturelle, suivant une logique de prescription culturelle assez classique. Premier scénario. Second scénario, soit la part collective du pass culture est mobilisée plutôt dans des processus de construction de choix collectifs émanant de la classe et des élèves eux-mêmes, ce qui impliquerait du coup de renforcer par l'éducation, on s'entend, les capacités et pouvoirs de choix des jeunes personnes, mais aussi de s'attacher à ce qui importe pour ces jeunes personnes, ce qui fait sens d'un point de vue culturel dans leur processus de socialisation ou d'identification. Et donc, de facto, de prendre le risque que les références culturelles plébiscitées par l'utilisation de ce pass culture dans le cadre scolaire ne rejoignent pas celle de l'offre artistique institutionnelle. Et ce n'en serait pas moins un projet pédagogique, mais ce projet reposerait sur une conception de l'éducation artistique et culturelle plus ajustée aux problématiques de droit culturel que j'évoquais tout à l'heure. Je vais m'arrêter là. Désolé si j'étais un peu long. Merci beaucoup, Vincent, pour ce cadrage. Il y a plein d'éléments que je pense qui sont vraiment intéressants pour les Allemands qui ne connaissent pas. Et merci d'avoir rejoint ce que tu as dit au début. Julius, möchtest du darauf eingehen noch kurz oder sollen wir zum nächsten? Julius, est-ce que tu aimerais réagir à ce sujet? J'en profiterai peut-être pour dire juste quelques mots. C'est un exemple par excellence justement de cette expérience, de ces expériences dont je parlais tout à l'heure qu'on pourrait reprendre de la France. Là, c'est une balle côté français qui est renvoyée côté allemand et là, on reprend justement cette balle au vol puisqu'on instaure cela aussi pour les jeunes en Allemagne. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Maintenant, la question est de savoir ce que vous allez en faire. Qu'est-ce qu'on fait de ce pass culture? Et c'est aux institutions culturelles peut-être de voir ce qu'elles vont en faire vis-à-vis des jeunes. Moi, je trouve ça très intéressant, même si je sais que l'expérience ne peut pas être reprise telle qu'elle exactement en Allemagne. Je suis curieux de voir ce qu'il va en advenir. Merci beaucoup, Julius. Nous avions prévu aussi d'aborder le thème de la durabilité. La durabilité, un sujet que nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas ignorer. Et lorsque nous avons justement annoncé cet entretien d'aujourd'hui et le sujet de la culture qui se trouve entre transformation et crise, eh bien, il était évidemment question du contexte dans lequel nous nous trouvons, la pandémie, la guerre, la crise énergétique. Julius, à ton avis, qu'en est-il du secteur culturel dans ce contexte? Il ne nous reste qu'un peu moins de 10 minutes, c'est-à-dire que nous ne pourrons pas parler longtemps de ce sujet, mais j'aimerais quand même vous donner la parole à vous deux. Oui, merci. Je vais essayer d'être bref. C'est un sujet qui, effectivement, nous préoccupe depuis bien longtemps et les institutions culturelles y font clairement face. Ça nécessite aussi de l'aborder et puis ça crée une certaine incertitude au niveau des institutions culturelles parce que cela concerne beaucoup de domaines différents, de sujets différents et parce que les institutions culturelles ne peuvent pas faire plus encore qu'elles ne le font déjà en réalité. Je crois que
Ce sujet de la durabilité qui, durant longtemps, n'était pas à l'ordre du jour, a pris une véritable ampleur ces toutes dernières années, de sorte que les institutions culturelles doivent maintenant le prendre en compte dans leur travail au quotidien. On doit savoir maintenant quelles sont les émissions de CO2 de, chaque activité, chaque action que l'on mène. On doit essayer, de réduire, cette empreinte aussi CO2 et tout cela c'est, un tout nouveau domaine pour, les institutions culturelles et pour, toutes les, organisations culturelles. Il s'agit aussi de coûts, les coûts énergétiques, les, coûts liés, au, chauffage, mais aussi à l'électricité dans ces institutions et organisations culturelles. Tout cela est nouveau donc. Mais maintenant, pour revenir à ces questions plus pragmatiques, moi je trouve que ici, donc on a d'ailleurs aujourd'hui beaucoup d'étudiants présents et j'aimerais bien justement, tenir compte de leurs perspectives. Le semestre dernier, nous avions, eu un séminaire sur la question et j'avais constaté que côté étudiant, il y avait cette volonté que cette compréhension esthétique, artistique soit possible dans un contexte de durabilité aussi. Alors, qu'est-ce que l'art? Comment est-ce que l'on peut appréhender cet art? Qu'est-ce que nous considérons comme, esthétique et qualitatif? Que toutes ces questions soient liées aux questions d'écologie, de durabilité et de cette manière, que tout ce processus, soit, appréhendé de cette manière au sein des institutions culturelles. C'est-à-dire que cet aspect de la durabilité et de l'écologie doivent être partie intégrante du travail de ces institutions culturelles. Bien sûr, c'est, un travail tout nouveau pour nous tous, mais il est impératif d'en tenir compte et je crois que tous les défis auxquels nous pouvons faire face, comme savoir comment limiter les coûts, énergétiques, ou autres, sont liés à cela et la question, se pose de savoir à quoi peut ressembler un esthétisme durable. Vincent? Euh, bon, alors c'est vrai qu'en France également, ce sujet prend de l'importance et dans le fond, il est de plus en plus considéré que le secteur culturel fonctionne comme beaucoup d'autres secteurs économiques ou productifs, c'est-à-dire qu'il serait productiviste à l'excès et que son développement reposerait sur une logique d'hypercompétition des acteurs culturels entre eux, ce qui, dans le fond, conduirait à considérer le modèle d'organisation culturelle auquel sont liées les politiques culturelles comme beaucoup trop fortement dépendant des énergies fossiles et de l'exploitation non raisonnée des ressources. Et ce qui est intéressant dans le débat français, c'est qu'on voit qu'actuellement, l'exception culturelle qui est souvent brandie pour échapper aux contraintes adressées de l'extérieur semble beaucoup moins recevable, et à juste raison, me semble-t-il, en matière de transition écologique. Alors, à cette perspective plutôt matérialiste, je dirais, qu'a développé Julius et qui consiste à essayer de faire pivoter notre modèle d'organisation culturelle productiviste vers davantage de sobriété, en jouant sur les mobilités, en jouant sur les modalités de production, en jouant sur l'éco-conception, le réemploi, en jouant également sur les contraintes environnementales apportées aux libertés de création et de programmation, à cette approche plutôt matérialiste correspond également en miroir une autre approche en France qui est d'inspiration, on pourrait dire, plutôt anthropologique et qui cherche à tordre le cou de notre conception naturaliste du monde qui serait à l'origine de la crise écologique et à tenter, à travers ce que disait Julius, une esthétique, dans le fond, de l'anthropocène ou de la transition écologique, à traduire d'un point de vue symbolique et esthétique une autre relation au vivant qui permettrait de transformer nos affects, nos représentations, nos récits, nos imaginaires et dans le fond, notre sensibilité au vivant et aux problématiques écologiques.
Et on voit de plus en plus de structures culturelles tenter de s'engouffrer dans cette perspective-là, parce qu'elles sont certainement plus à l'aise avec cette idée de changer la cosmologie occidentale à travers un travail de symbolisation, que de changer profondément les modalités de production sur lesquelles elles reposent et auxquelles elles sont adossées. Donc, on a dans le fond cette double option qui travaille cette question des transitions écologiques en France. Et me semble-t-il, il ne faudrait pas que, sous prétexte que le monde culturel arrive à produire des symboles qui donnent à voir une autre relation au vivant, elle se prive de faire l'effort de sobriété et d'adaptation aux contraintes environnementales qu'elle demande aux autres de faire, aux autres secteurs économiques de faire. Vielen Dank. Das Thema der Nachhaltigkeit. Merci beaucoup. Le sujet de la durabilité en 5 minutes, c'était formidable. Vous avez vraiment tous les deux été très concis et tout de même, vous nous avez donné la possibilité d'aborder des sujets importants. Merci d'avoir relevé ce défi, aussi de parler durant 1 heure ou 1/2 heure chacun, de faire le tour de cette politique culturelle dans chacun des pays concernés. Merci d'avoir participé à cet échange, un échange que j'ai trouvé très intéressant, très fructueux. Et avant que nous nous séparions, je voulais quand même aborder un tout dernier point. On parle de cette perspective franco-allemande, cette perspective européenne. Pourquoi cet échange entre nous? Qu'est-ce que nous apprenons les uns des autres? Je vais aborder cette question en demandant à Julius, quels ont été pour toi les aspects que tu retiens de cet échange d'aujourd'hui? Eh bien, moi, je pense que nous devrions peut-être beaucoup plus coopérer les uns avec les autres, avoir cette perspective, cette approche européenne. Aujourd'hui, je constate en Allemagne, comme je le disais tout à l'heure, que réellement, nous faisons face à une situation où les fronts se durcissent littéralement et qu'il est important de pouvoir faire face à cette tendance que l'on observe où les groupes de droite, d'extrême droite, ont tendance à s'accaparer du domaine de la culture aussi. Et je crois que ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu aussi côté français, de la Révolution française, mais aussi de l'histoire française, tout cela, ça peut être peut-être aussi très intéressant pour nous. Euh, Ça peut permettre d'avoir un nouveau regard sur cette évolution de la culture. Il y a beaucoup d'exemples, je pense. Il y a aussi la signification et l'importance, surtout la grande importance de la liberté artistique et culturelle en France. Je crois que nous pourrions et nous devrions beaucoup plus échanger les uns avec les autres pour sortir des situations peut-être trop arrêtées dans lesquelles nous nous trouvons parfois. Merci en tout cas d'avoir organisé cet entretien. Merci beaucoup. Vincent, quel aspect de l'entretien a été particulier pour toi? Qu'est-ce que tu en tires et comment pourrait-il se poursuivre? Donc, la même question à toi aussi. Oui, bah, bon, je voudrais rebondir sur, dans le fond, les derniers éléments abordés par Julius. Je crois qu'effectivement, ce type d'échange, en tout cas de perspective de relations européennes ou franco-allemandes ou également avec la Pologne dans le cadre de la Fondation Gensagen, sont particulièrement importantes et nécessaires dans la mesure où on sait bien que les passions tristes en politique sont à leur comble actuellement en Europe. Il y avait récemment un article dans Le Monde qui faisait mention d'une enquête ou d'une étude de l'Institut VEDEV, qui est un institut rattaché à l'université de Göteborg, et qui relatait le fait que 70% de la population mondiale vivait aujourd'hui dans une autocratie et que le nombre de démocraties libérales n'avait jamais été aussi peu important depuis les années 90, puisqu'ils en dénombraient désormais 34. Et je crois que l'Union européenne ne peut faire que le constat également de la montée en puissance en son sein d'un populisme d'extrême droite et d'un populisme nationaliste qui se nourrit
d'une rhétorique également profondément culturelle. Et cela fait référence notamment à un des commentaires du chat que j'ai lu tout à l'heure sur ces formes de politisation de la culture qui émanent également d'une rhétorique et d'une alliance, on va dire, idéologique avec les extrêmes nationalistes en France et en Allemagne, et qu'il s'agit effectivement là d'illusions nationalistes qui doivent être combattues, qui doivent être débattues. L'exemple du Brexit nous le montre bien, les impasses du Brexit nous le montrent bien, que cette perspective européenne est loin d'être gagnée et qu'il s'agit d'un travail à remettre sur l'établi constamment. Donc, merci en tout cas à la Fondation d'entretenir cette perspective avec l'ensemble de ses activités. Wir sind am Ende angelangt. Großer Dank für diese Voilà, nous spannende en sommes à la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci Vincent, merci Julius, merci aussi à nos interprètes, merci à notre équipe de Genshagen, de la Fondation Genshagen, mais aussi aux promoteurs de la Fondation Genshagen.